En mai 1942, l'Empire japonais contrôlait une bande du globe qui s'étendait des côtes de la Birmanie jusqu'aux îles du Pacifique central, un arc de conquête construit en à peine 6 mois. Pearl Harbor avait paralysé la flotte du Pacifique des États-Unis, Singapour était tombé, les Philippines étaient en cours de soumission, et tant l'Inde que l'Australie semblaient vulnérables. À Tokyo, la classe militaire célébrait ce que certains appelaient la grande sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, un euphémisme pour décrire le plus grand empire colonial du XXe siècle. Sous cette surface de victoires accumulées, cependant, existait une fragilité que peu, au sein de l'état-major de l'armée impériale, étaient prêts à reconnaître. Le Japon manquait de pétrole et ne disposait pas des ressources industrielles nécessaires pour soutenir une guerre longue contre une puissance de la taille des États-Unis. Sa marine de guerre, brillante dans l'attaque, dépendait d'une chaîne logistique impossible à défendre dans un océan aux dimensions du Pacifique. L'amiral Yamamoto Isoroku, architecte de l'attaque contre Pearl Harbor, le savait mieux que quiconque. Dans une lettre écrite avant le début des hostilités, il avait averti qu'il pouvait courir sauvagement pendant 6 mois ou 1 an, mais qu'il n'avait aucune confiance en ce qui viendrait ensuite. Cette période de 6 mois arrivait à son terme. L'euphorie des premières victoires avait obscurci un problème stratégique fondamental que les responsables de la planification impériale n'avaient jamais abordé avec honnêteté. La guerre industrielle dont le Japon aurait besoin pour consolider ses conquêtes était précisément le type de guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Chaque porte-avions coulé, chaque pilote expérimenté tué représentait un déficit que l'industrie japonaise mettrait des années à compenser, tandis que le moteur productif américain, à peine lancé en décembre 1941, commençait déjà à générer des tonnes d'acier et de matériel de guerre dans des proportions que le Japon ne pourrait jamais égaler. De l'autre côté du Pacifique, la situation était celle d'une reconstruction urgente. L'amiral Chester Nimitz avait pris le commandement de la flotte du Pacifique dans des circonstances difficiles, avec la majorité des cuirassés reposant au fond du port de Pearl Harbor ou hors service en raison de dommages graves. Cependant, un hasard du calendrier s'avéra déterminant. Les porte-avions n'étaient pas à Pearl Harbor le 7 décembre. Enterprise, Lexington et Saratoga étaient en opération de routine lorsque les avions japonais attaquèrent. Ce fait préserva le noyau de la force navale américaine. La bataille de la mer de Corail, livrée en mai 1942, avait été le premier affrontement entre porte-avions de toute l'histoire navale. Techniquement, le résultat fut un match nul, avec le Lexington coulé et le porte-avions japonais Shoho détruit. Mais stratégiquement, ce fut une victoire américaine. Pour la première fois, une force d'avance japonaise avait été arrêtée. De plus, le porte-avions Shokaku avait subi des dommages si sévères qu'il ne serait pas disponible pour l'opération suivante. Sans encore le savoir, le Japon avait effectivement perdu 2 porte-avions pour la bataille la plus importante de l'année. Yamamoto conçut l'opération Mi, l'attaque de l'atoll de Midway, comme un piège stratégique. Midway était un atoll de seulement 6 km² situé à l'extrémité nord-ouest de la chaîne des îles hawaïennes, à 1800 km de Pearl Harbor. Il ne possédait aucune valeur économique ni démographique, mais sa valeur stratégique était considérable. Celui qui contrôlait Midway contrôlait l'accès à l'archipel hawaïen. Le plan de Yamamoto était séduisant en apparence et profondément défectueux dans sa conception réelle. Son objectif était que l'attaque contre Midway force la flotte du Pacifique à sortir pour défendre l'atoll. Alors, la marine japonaise la détruirait dans une bataille décisive à la manière de Tsushima, la légendaire victoire navale de 1905 contre la Russie. Mais le plan dispersa les forces japonaises en multiples groupes incapables de se soutenir mutuellement. Plus de 200 navires et plus de 100 000 hommes furent mobilisés pour cette opération, divisés en formations si éloignées géographiquement qu'en cas d'urgence, aucune ne pourrait arriver à temps pour secourir les autres. L'historien Jonathan Parshall, co-auteur de Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway, est l'étude la plus rigoureuse existant sur la bataille du point de vue japonais, décrit le plan de Yamamoto comme le produit d'une culture institutionnelle qui valorisait la complexité tactique au détriment de la clarté stratégique. Les batailles navales japonaises tendaient à être conçues comme des opérations à multiples axes convergents
inspiré de traditions militaires orientales qui mettaient au premier plan la tromperie et les mouvements indirects. À Midway, cette tendance se retourna contre ses propres concepteurs. Le problème le plus grave de toute l'opération était un élément que les planificateurs japonais ne pouvaient pas connaître. Leur code de communication avait été brisé. Le secret qui a changé l'histoire. Dans les sous-sols du quartier général de la marine à Pearl Harbor existait une salle sans fenêtre que ses occupants appelaient le puits. Là travaillaient sans relâche les analystes de l'unité de renseignement naval connue sous le nom de station Hippo, sous le commandement du commandant Joseph Rochefort. Leur mission était de déchiffrer le code naval japonais JN-25, un système de communication chiffré qui changeait régulièrement de clé. Pendant des semaines, Rochefort et son équipe avaient extrait des fragments de sens des messages interceptés. Une référence revenait de manière constante dans les transmissions. Un objectif codé comme AF. Les analystes soupçonnaient que AF désignait Midway, mais ils avaient besoin d'une confirmation. La solution vint d'une astuce aussi simple que brillante. Le commandant en chef américain à Midway envoya par radio un message en clair, délibérément non chiffré, signalant que l'usine de dessalement de l'atoll était en panne et que l'eau potable venait à manquer. Quelques jours plus tard, les analystes de Hippo interceptèrent un message japonais informant l'état-major que AF avait des problèmes d'approvisionnement en eau douce. La confirmation était définitive. Nimitz agit sur la base de cette information. Il connaissait la date approximative de l'attaque, le 4 juin 1942, la composition de la force japonaise et, surtout, que l'objectif était Midway. Il pouvait tendre sa propre embuscade. Mais la marge était étroite. Il ne disposait que de 3 porte-avions opérationnels contre les 4 du Kido Butai, la principale force d'attaque japonaise. Et l'un de ces 3 porte-avions, le Yorktown, était revenu endommagé de la mer de Corail. Le Yorktown entra dans la cale sèche numéro 1 de Pearl Harbor le 27 mai 1942. Les techniciens navals estimèrent que les réparations prendraient 90 jours. Nimitz déclara qu'il disposait de 72 heures. Ce qui se produisit ensuite fut l'un des épisodes les moins connus mais les plus décisifs de toute la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1400 techniciens travaillèrent en équipe de relève continue, réparant des cloisons endommagées, colmatant des fissures structurelles, remplaçant des conduites et des câbles électriques. À la fin de l'après-midi du 29 mai, le Yorktown appareilla. Il était loin d'être en parfait état, mais il pouvait faire opérer des avions, et c'était tout ce qui importait. Le 28 mai, l'Enterprise et le Hornet étaient déjà partis vers le nord-est de Midway pour occuper la position baptisée Point Chance. Cet emplacement avait été choisi spécifiquement parce que les analyses de renseignement indiquaient que de là, il pourrait surprendre la force japonaise sans être détecté au préalable. L'amiral Raymond Spruance commanda la Task Force 16 avec les 2 porte-avions. L'amiral Frank Jack Fletcher, à bord du Yorktown, dirigea la Task Force 17. Les 2 groupes naviguèrent dans un silence radio absolu, sans émettre aucun signal susceptible de révéler leur présence. Pendant ce temps, la marine japonaise avançait avec confiance vers l'est, sans imaginer que la flotte du Pacifique, qui selon ses propres estimations de renseignement aurait dû se trouver dans des eaux proches des îles Salomon ou même plus au sud, les attendait à moins de 300 milles de Midway. Les forces en présence. La première force mobile d'attaque, la Kido Butai, dans sa désignation japonaise, était en mai 1942 la concentration de puissance aéronavale la plus formidable que le monde ait jamais vue jusqu'alors. Son noyau était constitué de 4 porte-avions, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu. Sous le commandement du vice-amiral Nagumo Chuichi, ces 4 navires représentaient la même force qui avait attaqué Pearl Harbor, dévasté la base navale britannique de Ceylan en avril et participé à pratiquement toutes les opérations offensives japonaises de la première année de guerre. L'Akagi était le navire amiral, un colosse de 41 000 tonnes qui avait commencé sa vie comme croiseur de bataille avant d'être converti en porte-avions. Son architecture était particulière même selon les standards de l'époque. L'îlot de commandement, la superstructure de direction et de contrôle, était située du côté bâbord, une configuration unique au monde avec celle du Hiryu. Il pouvait embarquer plus de 90 avions et atteindre 31 nœuds. À ses côtés, le Kaga était plus lent,
mais possédait le pont d'envol le plus large du groupe, près d'un quart de kilomètre de long. Le Soryu et le Hiryu, appartenant à la 2e division de porte-avions, étaient plus petits mais aussi plus rapides, capables de dépasser les 34 nœuds. Les pilotes opérant depuis ces ponts étaient le produit de plusieurs années de sélection et d'entraînement intensif. Les vétérans de l'attaque contre Pearl Harbor connaissaient le combat aéronaval mieux que quiconque au monde, mais Parshall et Tully documentent dans Shattered Sword une tension que les commandements japonais avaient préféré ignorer. Après 6 mois d'opérations ininterrompues, hommes et machines étaient à la limite de leur capacité. Le Soryu et le Hiryu n'avaient pas reçu de maintenance complète depuis décembre 1941. Les groupes aériens avaient besoin de pilotes de remplacement. Et le Shokaku et le Zuikaku, les 2 unités les plus modernes et les plus puissantes de toute la flotte, étaient hors de combat. Le premier à cause des dommages subis lors de la mer de Corail, le second en raison des pertes subies par ses escadrons d'aviation dans cette même bataille. Yamamoto avait néanmoins ordonné l'opération avec 4 porte-avions au lieu de 6. La décision d'envoyer la Cardiff 5 en mer de Corail au lieu de préserver ses forces pour Midway fut, selon l'analyse de Parshall et Tully, l'une des erreurs les plus coûteuses que Yamamoto ait jamais commises. Les porte-avions japonais embarquaient 3 types principaux d'avions de combat. Le chasseur Mitsubishi A6M20 était sans doute l'avion le plus redouté du Pacifique en 1942. Léger, agile, doté d'un rayon de virage extraordinaire et d'une portée qu'aucun chasseur occidental de l'époque ne pouvait égaler, le Zéro avait dominé l'espace aérien de Pearl Harbor jusqu'à Ceylan. En combat air-sol, le résultat avait été pratiquement le même partout. Les avions alliés tombaient en flammes. Le Zéro avait ses faiblesses, principalement l'absence de blindage pour le pilote et le manque de réservoirs de carburant auto-obturant, mais à l'été 1942, ses adversaires commençaient à peine à apprendre comment compenser ces avantages. Le bombardier torpilleur Nakajima B5N2, connu chez les Alliés sous le nom de Kate, était probablement le meilleur torpilleur embarqué du monde au début de la guerre du Pacifique. Grand, relativement rapide, capable de transporter une torpille lourde ou une bombe de 800 kg, il constituait l'arme principale des attaques de saturation contre les navires de guerre. Ses équipages avaient coulé ou gravement endommagé tous les cuirassés de Pearl Harbor. Le bombardier en piqué Aishide 3A, le Val des Alliés, complétait le torpilleur dans les attaques anti-navires et avait démontré à Ceylan une précision remarquable, coulant 2 croiseurs britanniques en quelques minutes. Ces équipages représentaient ce que l'aviation navale japonaise avait produit de meilleur après des années de sélection et de formation. Entre l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown, les Américains totalisaient environ 233 avions, comprenant des bombardiers en piqué Dauntless SBD, des torpilleurs Devastator TBD et des chasseurs Wildcat F-4F. Les Américains savaient qu'ils étaient en infériorité numérique. Les Japonais disposaient de plus d'avions, supérieurs dans plusieurs catégories, et bénéficiaient d'une expérience opérationnelle plus importante. Le Zéro surpassait le Wildcat en vitesse, en rayon de virage et en capacité de montée. Les torpilleurs Devastator américains étaient lents et obsolètes. En combat réel, ils se révéleraient être des pièges mortels pour leurs équipages. Mais les Américains disposaient de 2 avantages que les Japonais ignoraient. Le premier était le secret du renseignement déjà mentionné qui leur avait permis de se positionner exactement là où ils devaient être. Le second découlait directement du premier, la position géographique. En se plaçant au nord-est de Midway, avant que Nagumo ne sache qu'ils étaient là, les Américains détenaient l'initiative. Et dans le chaos de la bataille aéronavale, l'initiative déterminait qui attaquait et qui réagissait. À terre, Midway avait également été considérablement renforcé. L'atoll disposait de 121 avions de différents types, y compris des bombardiers B-17, d'anciens chasseurs Buffalo dont les pilotes eux-mêmes savaient qu'ils étaient inférieurs au Zéro, et des torpilleurs amphibies Avenger TBF qui feraient ce jour-là leur baptême du feu. Les marins et les marines de la garnison avaient passé des semaines à renforcer les positions défensives, creusant des bunkers, posant du fil barbelé et minant les plages. Le commandant de l'atoll, le capitaine Cyril Simard, savait que l'attaque approchait. Le 4 juin, l'aube sur le Pacifique. À 4h30, le 4 juin 1942, sous une obscurité commençant à céder à la pénombre tropicale,
Les ponts de l'Akagi, du Kaga, du Soryu et du Hiryu s'agitèrent au rugissement des moteurs. Les mécaniciens avaient travaillé toute la nuit à chauffer les propulseurs, vérifier les systèmes d'armement et charger les bombes. En formation synchronisée, les avions du premier groupe d'attaque commencèrent à rouler vers la proue. Le lieutenant Tomonaga Joichi dirigea la première vague. 36 bombardiers en piqué Aichi D-3A, 36 torpilleurs Nakajima B-5N en fonction de bombardiers horizontaux et 36 chasseurs zéro en escorte. 108 avions au total. Le signal de départ fut donné. Les moteurs rugirent, les avions accélérèrent sur les ponts et s'élancèrent dans les airs un par un en l'espace de quelques minutes. À 4h45, la première vague était en route vers Midway, située à environ 240 km. À ce même moment, le chef d'état-major du Kido Butai, le contre-amiral Kusaka Ryunosuke, fit face à un problème qui pèserait pendant les heures suivantes. Le croiseur lourd Tone aurait dû lancer ses hydravions de reconnaissance à 4h30 pour explorer le secteur nord-est, direction d'où pouvaient apparaître les porte-avions américains. Mais le catapulteur du Tone avait rencontré des problèmes mécaniques et le lancement fut retardé d'une demi-heure. L'avion de reconnaissance numéro 4 du Tone, celui qui devait couvrir précisément le secteur où se cachaient les porte-avions américains, décolla en retard et arriverait trop tard pour son rendez-vous avec l'histoire. La cause exacte du retard reste débattue par les historiens. Certains témoignages évoquent une défaillance du catapulteur, d'autres que les ordres de lancement n'étaient simplement pas parvenus à temps à l'officier responsable. Ce qui était clair, c'est que l'officier de l'artillerie aérienne du Chikuma, le croiseur compagnon du Tone, exprima son indignation face à ce qu'il considérait comme une incompétence inexcusable. Cependant, personne ne rapporta le retard à l'amiral Nagumo. À 6h16, le radar terrestre de l'atoll détecta les avions japonais à environ 150 km. Les pilotes américains de la garnison reçurent l'ordre de décoller immédiatement. Tout appareil capable de voler devait quitter le sol pour ne pas être détruit au sol. Les bombardiers B-17 et les torpilleurs reçurent les coordonnées de la flotte japonaise et partirent vers le nord. Les chasseurs Buffalo et Wildcat montèrent pour intercepter la vague d'attaque. Le choc fut brutal et inégal. Les chasseurs américains furent systématiquement abattus par les zéros d'escorte. 17 des 26 chasseurs de Midway participant à la défense furent détruits ou mis hors de combat. Les Japonais larguèrent leurs bombes sur les installations de l'atoll avec une précision considérable. Les hangars brûlèrent, les dépôts de carburant explosèrent, la salle des machines fut détruite. Mais le pilote qui menait l'attaque japonaise, le lieutenant Tomonaga, comprit rapidement que les installations militaires essentielles étaient toujours debout. Les batteries anti-aériennes continuaient à tirer. Les bunkers où vivaient les hommes étaient intacts. Les pistes d'atterrissage avaient subi des dégâts mais n'étaient pas inutilisables. Tomonaga envoya un message radio qui résonnerait pendant les heures suivantes dans la salle des opérations de l'Akagi. Une seconde attaque est nécessaire. À bord de l'Akagi, l'amiral Nagumo reçut le message de Tomonaga peu après 7 heures. Avec lui venait une décision qui, en théorie, ne devrait pas avoir été difficile, mais qui, dans le contexte de ce qui se passait, devint la plus tortueuse de la matinée. Ces avions de réserve, les torpilleurs B-5N stockés dans les hangars de l'Akagi et du Kaga, étaient chargés de torpilles aériennes de type 91, prêts à attaquer les navires de guerre ennemis. Si les Américains n'avaient pas de porte-avions dans la zone, ces torpilles seraient des armes inutiles contre les installations terrestres de Midway. Elles devraient être remplacées par des bombes pour la seconde attaque. Nagumo ordonna le changement à 7h15. Dans les hangars de l'Akagi et du Kaga, les armuriers commencèrent le lent et lourd travail de retirer les torpilles des avions et de les remplacer par des bombes. Chaque torpille pesait près de 800 kg. Le processus nécessitait des systèmes de grues, des chariots spéciaux et le travail coordonné de plusieurs équipes. Dans des conditions normales, sans interruption, le changement pouvait prendre entre 60 et 90 minutes. Les conditions ne seraient pas normales. Les charges de Midway. Entre 7h10 et 8h40, la marine japonaise fut attaquée à plusieurs reprises depuis l'atoll. Les bombardiers de Midway lancèrent leurs attaques en vagues fragmentées, sans coordination entre elles, sans couverture de chasseurs propres, contre une flotte disposant de la meilleure défense aérienne mobile de l'époque. Les B-17,
attaquèrent depuis 6000 mètres d'altitude et ne réussirent aucun impact sur un navire. Leurs bombes tombèrent dans l'eau, soulevant des colonnes d'écume que les pilotes, de retour à la base, décrivirent comme des impacts directs. Les photographies aériennes et les registres japonais montrèrent plus tard qu'il n'y eut aucun dégât. Les torpilleurs amphibies Avenger, dont seuls 6 étaient disponibles car récemment arrivés des États-Unis en renfort d'urgence, attaquèrent au ras de l'eau. 5 sur 6 furent abattus. Le seul qui revint le fit tellement endommager qu'il ne put plus voler. Les bombardiers en piqué SBD des Marines attaquèrent lors d'un autre passage et subirent des pertes similaires. Les pilotes firent preuve d'un courage extraordinaire dans tous les cas, mais le résultat fut toujours le même. Aucun impact, mort sans résultat, avion perdu. Du point de vue japonais, ces attaques furent un spectacle chaotique que les Zero et l'artillerie anti-aérienne de la flotte repoussèrent sans difficulté apparente. Nagumo observa les attaques successives, les vit échouer les unes après les autres, et sa conviction qu'il n'y avait pas de porte-avions américain dans la zone se renforça. Le retard dans la reconnaissance du Tone ne produisait toujours aucun résultat. Le secteur nord-est, où se cachaient l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown, restait non exploré efficacement. À 7h28, l'avion numéro 4 du Tone atteignit enfin le secteur qu'il aurait dû reconnaître dès le départ. Le pilote, le caporal Amari Hiroshi, transmit un message concis et dévastateur. « Je signale 10 navires de surface qui semblent ennemis. Cap 150, vitesse plus de 20 nœuds. Position à 240 milles de Midway. » Le message ne mentionnait aucun porte-avions. Nagumo transmit la réponse la plus urgente du matin. Identifier le type de navire. À 8h09, la réponse d'Amari arriva. Les navires semblent être 5 croiseurs et 5 destroyers. Pas de porte-avions. Nagumo respira. Mais à 8h20, un nouveau message de l'avion numéro 4 secoua la salle des opérations de l'Akagi. L'ennemi est accompagné de ce qui semble être un porte-avions, situé à l'arrière de la formation. Un porte-avions, apparemment un seul. Les analystes japonais ignoraient qu'ils étaient 3. Le message arriva au pire moment possible pour le Kido Butai. La première vague d'attaque contre Midway revenait et devait atterrir pour être ravitaillée. Les armuriers dans les hangars de l'Akagi et du Kaga étaient à mi-chemin du processus de changement d'armement, avec les torpilles retirées mais les bombes encore non installées sur certains avions, ou avec d'autres déjà rebombés et en attente. Les ponts d'envol étaient sur le point de se remplir d'avions avec peu de carburant et sans munitions. Et maintenant, il fallait planifier une attaque contre un porte-avions ennemi, ce qui nécessitait de recharger des torpilles sur les appareils déjà rebombés. Nagumo donna l'ordre à 8h30. Arrêter le changement d'armement et recharger les torpilles sur tous les avions. Dans les hangars, les bombes récemment installées furent retirées à la hâte. Les torpilles stockées durent être à nouveau chargées. Le chaos contrôlé des hangars se transforma en chaos pur. Les bombes retirées, qui selon le protocole de sécurité auraient dû être descendues dans les entrepôts inférieurs, furent laissées dans certains cas dans les couloirs du hangar par manque de temps. C'était une violation de la procédure standard qui aurait des conséquences terribles quelques heures plus tard. Le sacrifice des torpilleurs. À bord du Hornet, le commandant John Waldron dirigeait l'escadron de torpilleurs 8, le VT-8. Ces avions étaient des torpilleurs TBD Devastator, la plateforme la plus obsolète de toute la flotte américaine. Lents, incapables de manœuvres d'évasion efficaces, vulnérables à tout chasseur moderne, les Devastators étaient des avions qui auraient dû être remplacés des mois auparavant. Waldron le savait parfaitement. Il savait aussi que si les chasseurs d'escorte se séparaient ou étaient perdus avant d'atteindre la flotte japonaise, son escadron se retrouverait seul face aux Zéro. C'est exactement ce qui se produisit. La force d'attaque du Hornet arriva fragmentée dans la zone de combat en raison de problèmes de coordination. Les bombardiers en piqué ne trouvèrent jamais l'ennemi ce jour-là. Les chasseurs perdirent le contact avec l'escadron de torpilleurs. Waldron localisa la flotte japonaise par lui-même, guidé par son instinct de navigateur et par les colonnes de fumée provenant des attaques précédentes sur Midway. Il transmit ses dernières coordonnées par radio et conduisit ses 30 avions directement vers les porte-avions japonais à basse altitude. 29 furent abattus. Seul l'enseigne George Gay survécut, blessé, flottant parmi les débris de son Devastator, observant depuis l'eau le reste de la bataille.
Aucun torpille du VT-8 n'atteignit un navire japonais. Le sacrifice de ses 15 pilotes et 15 artilleurs arrière ne produisit aucun résultat militaire direct. Mais cela eut un effet secondaire qui changea le cours de la bataille. Les Zéros de la défense aérienne japonaise descendirent pour intercepter les torpilleurs qui attaquaient à basse altitude. Quand les Zéros poursuivirent les TBD, ils s'éloignèrent de leur position de garde en altitude. Waldron avait laissé une note à ses hommes avant le décollage que les survivants se souviendraient pendant des décennies. S'il ne reste qu'un seul avion pour l'attaque, je veux que cet homme atteigne sa cible. C'était une phrase qui résumait bien l'esprit de cette journée, un esprit de dévouement total qui, cependant, ne pouvait compenser la supériorité matérielle et tactique japonaise. Du moins, pas à lui seul. L'escadron de torpilleurs 6 de l'Enterprise, sous le commandement du lieutenant-commandant Eugene Lindsay, attaqua peu après. Lindsay fut blessé lors de la première passe, mais continua. Sur les 14 avions lancés par l'escadron, 10 furent abattus. Lindsay lui-même mourut dans l'attaque sans avoir obtenu le moindre impact. Les chasseurs d'escorte de l'Enterprise, les Wildcats du lieutenant-commandant James Gray, avaient tournoyé à haute altitude au-dessus de la flotte japonaise pendant toute cette séquence d'attaques, incapables de voir ce qui se passait à basse altitude à cause de la couverture nuageuse. Gray ne put jamais venir en soutien du VT-6. Les appels radio de Lindsay demandant de l'aide restèrent sans réponse. L'escadron de torpilleurs 3 du Yorktown, commandé par le lieutenant-commandant Lance Massey, arriva avec un peu plus de coordination. Il atteignit la zone de combat en même temps que quelques chasseurs d'escorte. Mais les Zéros étaient trop nombreux et trop rapides. Massey fut abattu et mourut. Parmi les torpilleurs du VT-3, 12 sur 14 furent détruits. Aucun torpille ne toucha un navire japonais. En l'espace de 90 minutes, les escadrons de torpilleurs américains avaient perdu environ 45 de leurs 82 aviateurs. Les observateurs japonais à bord de l'Akagi et du Kaga pouvaient voir comment leur porte-avions survivait à une attaque après l'autre sans subir le moindre dommage. L'arithmétique semblait sans équivoque. La défense japonaise était invulnérable. Cependant, ce que Nagumo et son état-major ne pouvaient pas voir, c'était ce qui se passait dans le ciel à haute altitude. Les Zéros étaient descendus massivement pour chasser les torpilleurs attaquant à ras de l'eau. La garde en altitude, le bouclier aérien qui aurait pu intercepter les bombardiers en piqué avant qu'ils ne plongent, avait pratiquement disparu. Vers 10h20, Nagumo était enfin sur le point d'avoir ses porte-avions prêts à lancer la grande attaque de représailles contre la flotte américaine. Les pilotes étaient dans leur cockpit, les moteurs chauds. Et à ce moment, par-dessus le bruit des moteurs, commença à se faire entendre le son inconfondable des freins aérodynamiques. Les 5 minutes qui changèrent le monde. Le lieutenant-commandant Clarence Wade McCluskey dirigeait le groupe de bombardiers en piqué de l'Enterprise. 37 avions SBD Dauntless répartis en 2 escadrons. Il avait décollé du porte-avions américain à 7h52 avec les coordonnées de la flotte japonaise, mais à l'arrivée au point calculé, l'océan était vide. La Kido Butai avait changé de cap pour éviter les attaques venant de Midway. McCluskey se trouva face à 2 options, retourner à l'Enterprise, où ses avions atterriraient avec juste assez de carburant pour une seule passe supplémentaire, ou chercher les Japonais. McCluskey choisit de chercher. Il vira vers le nord. À 11 minutes de vol supplémentaire, il aperçut une traînée dans l'eau, le destroyer Arashi, qui avait poursuivi le sous-marin américain Nautilus et courait maintenant vers le nord pour rejoindre le gros de la flotte. McCluskey suivit la traînée comme une flèche tracée sur la carte de l'océan. À 10h02, la Kido Butai apparut devant lui. Simultanément, le groupe de bombardiers du Yorktown, les SBD de l'escadron VB-3 sous le commandement du lieutenant-commandant Maxwell Leslie, arriva depuis une direction différente. Il y avait eu une erreur d'armement. 4 des 17 avions avaient largué leurs bombes accidentellement à cause d'un dysfonctionnement du système de largage électrique. Leslie lui-même vola sans bombe ce jour-là. Mais son jugement tactique en repérant la flotte japonaise fut impeccable. Il assigna à son escadron le Soryu comme objectif, tandis que les avions de l'Enterprise se répartissaient entre l'Akagi et le Kaga. Ce qui rendit possible cette attaque simultanée depuis différents angles n'était pas un plan coordonné. Ce fut la coïncidence de multiples décisions individuelles correctes, prises indépendamment par des hommes qui ne pouvaient pas communiquer entre eux. McCluskey décida de chercher. Leslie décida d'attaquer au moment où l'angle était favorable.
Le résultat fut que 3 porte-avions japonais furent attaqués pratiquement en même temps, sans possibilité pour les Zéros de concentrer leur défense sur une seule menace. À 10h22, les piquets commencèrent. Les SBD s'inclinèrent à 70 degrés. Moteur à pleine puissance, les sirènes de vent hurlant alors qu'ils fonçaient vers leur cible. Sur les porte-avions japonais, les observateurs eurent à peine quelques secondes pour réagir. L'artillerie anti-aérienne ouvrit le feu. Les Zéros restant en altitude tentèrent de descendre, mais il était trop tard. Le Kaga fut le premier touché. 4 bombes de 1000 livres frappèrent son pont d'envol en l'espace de quelques secondes. La première détruisit le pont de commandement, tuant instantanément le commandant de vol et les officiers de garde. Les bombes suivantes pénétrèrent dans le hangar supérieur, où des dizaines de milliers de litres de carburant aviation étaient prêts à alimenter les avions attendant le décollage. Le résultat fut catastrophique. Explosions en chaîne, colonnes de feu s'élevant à plusieurs dizaines de mètres, avions détruits avant de pouvoir décoller, hommes incinérés à leur poste de combat. Le Soryu reçut 3 impacts directs dans la même période. Ces hangars, remplis d'avions chargés de carburant et de munitions, se transformèrent en fours. Le capitaine Yanagimoto Ryusaku, informé de la gravité des dégâts, refusa l'évacuation et resta sur le pont tandis que le navire brûlait. Les témoins survivants racontèrent l'avoir vu chanter l'hymne impérial alors que les flammes s'élevaient autour de lui. L'Akagi, le navire amiral où se trouvait Nagumo lui-même, fut touché par seulement 2 bombes, mais le résultat fut tout aussi fatal. Une bombe tomba parmi les avions alignés sur le pont d'envol. La seconde pénétra dans le hangar central. Les bombes qui avaient été retirées des avions à la hâte lors du chaotique processus de réarmement et laissées dans les couloirs du hangar commencèrent à exploser en chaîne. Nagumo lui-même, convaincu que son navire amiral ne pouvait être sauvé, dut être retiré du pont de force par ses officiers. Il fut transféré au croiseur léger Nagara pour continuer à exercer le commandement depuis là. En moins de 5 minutes, 3 des 4 porte-avions ayant attaqué Pearl Harbor étaient condamnés. La fierté de la marine impériale japonaise appartenait désormais à l'histoire. Ce qui se passa dans les 90 minutes suivantes à bord de l'Akagi, du Kaga et du Soryu fut l'un des épisodes les plus terribles de la guerre navale moderne. Parshall et Tully consacrèrent des chapitres entiers à reconstituer la lutte pour la survie à bord des 3 porte-avions en flammes, en s'appuyant sur des témoignages de survivants japonais jamais traduits en anglais auparavant et restés inconnus de l'historiographie occidentale. Dans les salles des machines du Kaga, les ingénieurs travaillaient coincés sous le feu. La température monta au-delà du seuil de survie humaine. Le lieutenant-ingénieur Naganuma et ses hommes tentèrent de s'échapper par les espaces de double coque, pataugeant dans l'eau de cale, tandis que la fumée les entourait. Certains moururent avant de trouver une sortie. Naganuma survécut en se traînant par une ouverture créée par une explosion dans la structure du navire. Une des scènes que Parshall et Tully retiennent du témoignage de Naganuma capture, mieux que n'importe quelle statistique, ce que Midway signifia pour les hommes à bord de ces navires. Tandis que le lieutenant résistait dans la salle des machines suffocantes, l'un de ses marins, un homme habituellement méticuleux et diligent, s'approcha de lui, l'air à moitié délirant à cause de la chaleur et de l'épuisement. « Kikaicho », lui dit-il, utilisant le titre respectueux de l'officier d'ingénierie. « Je dois 2 yens et 50 seins à un sous-officier de la 4e salle des machines tribord. Je ne sais pas comment il va maintenant. L'argent est dans ma caisse. Pourriez-vous le lui rendre ?» Avant que Naganuma ne puisse répondre, le marin s'effondra à ses pieds. La dette de 2 yens et 50 sen était tout ce qui restait debout dans ce monde. À bord du Soryu, le dernier message transmis à l'état-major montrait une image de discipline inquiétante. Le capitaine Yanagimoto resta à son poste tandis que les destroyers évacuaient les survivants. Quand l'officier exécutif le supplia de quitter le navire, Yanagimoto refusa. Les marins proches de lui crièrent « Soryu Banzai !» 3 fois avant de se jeter à l'eau. Le Hiryu contre-attaque. Alors que l'Akagi, le Kaga et le Soryu brûlaient, le Hiryu restait intact. À son bord se trouvait le contre-amiral Yamaguchi Tamon, l'officier le plus agressif et tactiquement capable de toute la Kido Butai. Yamaguchi avait pressé pour lancer des attaques toute la matinée. Lorsque les nouvelles des 3 porte-avions détruits arrivèrent, il agit sans délai. À 10h40,
avant même que la fumée des 3 autres navires ne se soit dissipée. Il ordonna le lancement de son premier groupe d'attaque, 18 bombardiers en piqué D-3 aval sous le commandement du lieutenant Kobayashi Michio. Les avions du Hiryu volèrent vers l'est en suivant les traces d'huile et les sillages des avions américains en retraite. À 12h05, les Japonais localisèrent le Yorktown. La défense aérienne américaine fut plus efficace que le matin. Les Wildcats du Yorktown abattirent la plupart des attaquants, mais 6 bombardiers parvinrent à percer la défense et 3 bombes touchèrent le porte-avions. Le Yorktown perdit sa propulsion avec des incendies actifs dans les hangars et une gîte prononcée. Mais le capitaine Buckmaster et son équipage combattirent les incendies avec une efficacité qui surprit les Japonais eux-mêmes. Le système de tuyauterie de CO2 pour le carburant aviation, conçu par le chef des carburants après l'expérience de la bataille de la mer de Corail où le Lexington avait explosé, empêcha à Midway une explosion qui aurait coulé le Yorktown en quelques minutes. Le porte-avions fut réparé provisoirement et put opérer à vitesse réduite. Yamaguchi lança une deuxième attaque avec des torpilleurs, 10 B-5N sous le commandement du lieutenant Tomonaga, le même officier qui avait attaqué Midway le matin. L'avion de Tomonaga avait un réservoir de carburant endommagé depuis le premier raid. Il savait qu'il n'avait pas assez de carburant pour retourner au Hiryu. Il attaqua néanmoins. 2 torpilles touchèrent la coque du Yorktown, qui pencha tellement qu'il sembla perdu. Le capitaine Buckmaster ordonna d'évacuer le navire. Tomonaga fut abattu au-dessus de l'eau et mourut. Yamaguchi crut avoir coulé 2 porte-avions américains distincts avec ces 2 attaques. En réalité, les 2 vagues avaient touché le même Yorktown. L'Enterprise et le Hornet restaient intacts. À 16h45, les éclaireurs de l'Enterprise localisèrent le Hiryu. Le lieutenant-commandant Gallagher dirigea l'attaque depuis 5800 mètres d'altitude. Le Hiryu manœuvra avec une habileté que ses observateurs se souviendraient des années. Le capitaine Kaku Tomeo connaissait la vulnérabilité des porte-avions face aux bombardiers en piqué et fit tourner le navire agressivement pour présenter sa proue aux attaquants et réduire le profil de la cible. Il avait également ordonné à ses chasseurs de rester à différentes altitudes pour intercepter à la fois les bombardiers en piqué et d'éventuelles attaques de torpilles. Mais il y avait trop d'avions attaquant sous trop d'angles. 4 bombes de 1000 livres frappèrent l'avant du pont d'envol. L'ascenseur avant fut propulsé vers le haut par la force des explosions et resta appuyé contre l'îlot de commandement comme un monolithe. Le pilote de torpille Hashimoto Toshio, qui somnolait dans la salle de préparation en attendant le dernier raid de l'après-midi, fut projeté de son divan par la première explosion. Il courut vers une fissure de lumière qui s'avéra être une ouverture créée par la bombe. Il se glissa sur le pont, cheveux brûlés et uniforme en feu à plusieurs endroits, pour découvrir l'ascenseur avant dressé comme une voile contre le ciel. À ses côtés, l'officier de vol Harimura Yoshikazu gisait blessé, mâchoire cassée et poumons perforés, observant le même ascenseur. Des années plus tard, Harimura se rappellerait que cette pièce de métal déformée lui avait fait penser aux voiles d'un brick. Yamaguchi, comme Yanagimoto avant lui, décida de rester sur son navire. Lorsque le commandement de la flotte lui proposa un destroyer pour l'évacuer, il refusa. Il retira sa casquette d'officier et la remit à un subordonné en souvenir. Avec le capitaine Kaku, il resta sur le pont du Hiryu, tandis que les destroyers sauvèrent les survivants. Peu avant l'aube du 5 juin, le destroyer Makigumo lança un torpille sur la coque du Hiryu pour le couler délibérément et éviter sa capture par l'ennemi. Les 4 porte-avions de la Kido Butai avaient été détruits en une seule journée. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis le lancement de la première vague contre Midway. Les conséquences immédiates. Yamamoto, à bord du cuirassé Yamato, navigua à des centaines de kilomètres vers l'ouest avec la force principale, ses puissants cuirassés inutiles dans ce type de bataille. Lorsqu'il reçut les rapports des 4 porte-avions perdus, sa réaction initiale fut de poursuivre l'opération. Il ordonna une concentration de forces pour une attaque nocturne avec des navires de surface. Le contre-amiral Kondo Nobutake, commandant la force de soutien, acquiesça et se précipita vers l'est. Mais l'arithmétique de la situation était implacable. Sans couverture aérienne, toute force de surface japonaise attaquant de jour aurait été détruite par l'aviation américaine. Spruance, qui avait pris la direction des opérations après que Fletcher eut transféré le commandement suite à la mise hors de combat du Yorktown,
était trop discipliné pour se laisser piéger dans un combat nocturne contre les cuirassés japonais. Spruance ordonna à ses forces de se retirer vers l'est pendant la nuit et de revenir à l'aube. À 1h15 le 5 juin, Yamamoto annula l'opération Emi et ordonna le retrait général. L'invasion de Midway n'aurait pas lieu. La bataille ne se termina pas avec l'ordre de retrait. Les croiseurs lourds, Mogami et Mikuma, entrèrent en collision pendant les manœuvres nocturnes en tentant d'éviter ce qu'ils croyaient être un sous-marin américain. Les deux furent endommagés et ralentis. Les avions de l'Enterprise les localisèrent le 6 juin et les attaquèrent à plusieurs reprises. Le Mikuma fut coulé. Le Mogami survécut gravement endommagé et retourna à Truk en traînant ses entrailles. Le pilote américain Richard Best, qui avait déjà participé à l'attaque de l'Akagi le 4 juin et largué la seule bombe ayant touché directement son pont d'envol, participa également à ces attaques ultérieures. Il ne sut que des années plus tard qu'il avait contracté la tuberculose. Une partie de la poussière et des vapeurs du Yorktown endommagé, où il avait atterri en urgence l'après-midi du 4, avait pénétré ses poumons. Le Yorktown, abandonné mais encore à flot, fut découvert le 6 juin par le sous-marin japonais Heisen 68. Le commandant Tanabe Yahachi manœuvra avec une habileté extraordinaire pour s'infiltrer à travers l'anneau de destroyers d'escorte sans être détecté. À courte distance, il lança 4 torpilles. 2 touchèrent le Yorktown. 2 autres touchèrent le destroyer Haman, amarré au porte-avions pour tenter des réparations d'urgence. Le Haman coula en 4 minutes. Le Yorktown sombra définitivement à 7h01 le 7 juin 1942, emportant avec lui 141 membres d'équipage. Les pertes totales de la bataille de Midway furent, du côté américain, 307 morts, un porte-avions, un destroyer, 145 avions. Du côté japonais, 3057 morts, 4 porte-avions, un croiseur lourd, 292 avions. Mais plus que les chiffres matériels, ce qui avait été irrémédiablement perdu côté japonais, c'étaient les pilotes vétérans. Les hommes qui avaient attaqué Pearl Harbor, coulé le Prince of Wales et le repulse devant la Malaisie, dévasté Colombo et Trincomalee. Des pilotes dont la formation avait pris des années et qui ne pouvaient être remplacés en quelques mois. Pourquoi ils ont gagné et pourquoi ils ont perdu? Pendant des décennies, l'explication dominante de Midway imputait la défaite à l'indécision fatale de l'amiral Nagumo, qu'il avait changé l'armement trop lentement, qu'il n'avait pas lancé ses avions d'attaque à temps, qu'il avait pris de mauvaises décisions au mauvais moment. Ce récit, largement popularisé par les mémoires du capitaine Fuchida Mitsuo, l'un des survivants les plus prolifiques qui construisit sa version des faits en s'écartant considérablement des documents japonais originaux, fut méthodiquement démoli par Jonathan Parshall et Anthony Tully dans Shattered Sword, publié en 2005. La réalité s'avéra plus complexe et plus intéressante que le mythe. Le changement d'armement, le fameux dilemme des torpilles, n'a pas été l'erreur décisive qui causa la défaite. Les avions japonais n'auraient jamais été prêts à temps pour lancer une attaque avant de recevoir l'assaut américain, quel que soit l'armement qu'ils portaient. Les porte-avions qui devaient récupérer la première vague de Midway ne pouvaient lancer leurs réserves avant d'avoir terminé cette récupération. La cadence opérationnelle des porte-avions de l'époque ne le permettait pas physiquement. Les erreurs réelles étaient plus profondes et systémiques. La première était un mauvais renseignement. Le plan de reconnaissance japonais était inadéquat dès le départ, avec trop peu d'avions pour couvrir trop de secteurs, et le retard du Tone transforma un plan déjà défaillant en un échec opérationnel complet. La deuxième était la concentration de toutes les forces en un seul groupe tactique, 4 porte-avions ensemble dans la même formation, plus vulnérables à une attaque coordonnée face à 2 groupes américains pouvant attaquer depuis des angles différents. La troisième était stratégique. Yamamoto n'envoya pas ses meilleurs porte-avions car ils étaient engagés dans la mer de Corail pour une opération secondaire qu'il jugea à tort sûr. La quatrième était de planification. Les jeux de guerre du Yamato en mai 1942 avaient révélé la possibilité que des porte-avions américains apparaissent pour flanquer Nagumo, et cet avertissement fut ignoré ou minimisé pour ne pas entraver l'approbation du plan. La bataille de Midway a souvent été décrite comme une victoire américaine due à la chance. Les héros étaient à basse altitude juste au moment où les bombardiers en piqué arrivaient, la coïncidence des temps d'attaque de McCluskey et Leslie.
le moment exact où le destroyer Arashi révéla involontairement la position de la flotte japonaise, tout semblait trop pratique pour être pure rationalité stratégique. Mais réduire Midway à la chance est une injustice historique et une erreur analytique. Le renseignement américain était réel et utilisé avec courage. Nimitz prit des décisions risquées basées sur des informations pouvant être erronées, et elles furent correctes. La réparation du Yorktown en 72 heures fut un exploit d'organisation industrielle et de volonté collective, non un accident. La décision de McCluskey de continuer à chercher plutôt que de retourner au porte-avions fut risquée et fondée sur son jugement. La coordination accidentelle entre les groupes de bombardiers de l'Enterprise et du Yorktown résulta de multiples commandants prenant chacun, individuellement, les meilleures décisions possibles avec l'information disponible. Midway démontra que la capacité américaine à absorber les erreurs, improviser et s'adapter sur le moment surpassa la rigidité institutionnelle japonaise. Le lieutenant-commandant Tash, à bord du Yorktown, exécutait son Tash Weave, une manœuvre défensive conçue pour compenser la supériorité du Zéro en combat rapproché, développée quelques mois plus tôt. C'était la démonstration d'un système naval apprenant de ses défaites et transformant cet apprentissage en doctrine opérationnelle. Parshall et Tully soutiennent, avec des documents japonais originaux, que la défaite du Japon à Midway n'est pas due aux erreurs individuelles d'amiraux précis, mais à des failles systémiques accumulées pendant des décennies de développement de la doctrine navale japonaise. La marine impériale avait construit une culture valorisant l'offensive sur la défense, les plans complexes plutôt que les opérations directes, dépendant de la supériorité tactique pour compenser une infériorité stratégique de fond, avec une capacité limitée d'apprentissage de ses propres erreurs. Cette rigidité expliquait pourquoi la reconnaissance était insuffisante, pourquoi la défense aérienne échouait face à des attaques multiples et coordonnées, et pourquoi Yamamoto insistait sur une opération dispersée et complexe, alors qu'il aurait fallu concentrer la force sur des objectifs simples et clairs. Parshall et Tully documentent aussi un problème d'apprentissage précis. Après qu'un petit groupe de bombardiers britanniques faillit atteindre l'Akagi lors des opérations dans l'océan Indien en avril 1942, la flotte avait identifié la nécessité d'améliorer la détection des avions ennemis. Mais dans les 2 mois précédant Midway, aucune modification substantielle n'avait été implémentée dans le système de défense aérienne. En revanche, le Yorktown avait mis en œuvre des changements dans son système de carburant, et cette différence de rapidité de réponse institutionnelle fit la différence entre les 2 marines. Le poids de Midway dans la guerre. L'historien John Keegan a souligné qu'il est rare qu'une seule bataille change réellement le cours d'une guerre. La plupart des batailles sont des épisodes dans des tendances plus larges qui auraient produit des résultats similaires d'une manière ou d'une autre. Midway fut l'une des exceptions réelles. Avant le 4 juin 1942, le Japon détenait l'initiative stratégique dans le Pacifique. Sa puissance aéronavale surpassait celle des Américains, son expérience de combat était plus approfondie, et sa capacité à lancer des offensives était réelle et démontrée. Après le 4 juin, tout cela avait disparu. Le Japon mettrait plus de 2 ans à construire de nouveaux porte-avions et à former de nouveaux pilotes. Pendant ce temps, la machine industrielle des États-Unis produirait des porte-avions à une vitesse que le Japon ne pouvait égaler, et les pilotes américains apprendraient à combattre avec une efficacité croissante. L'offensive de Guadalcanal, lancée par les États-Unis seulement 2 mois après Midway, en août 1942, n'aurait jamais été possible si le Japon avait conservé ses 4 porte-avions. La bataille de la mer des Philippines en 1944, où l'aviation navale japonaise fut pratiquement détruite en un seul jour dans ce que les pilotes américains appelèrent le grand tir sur les Marianas, fut le résultat d'un processus commencé sur les ponts en flammes de l'Akagi et du Kaga. Midway ne fut pas le dernier combat, mais ce fut le premier où l'issue finale de la guerre du Pacifique devint prévisible, bien qu'encore lointaine. Pendant des décennies, la narration de Midway fut essentiellement une narration américaine. Les pilotes américains, leurs histoires de courage et de sacrifice furent au centre de la mémoire collective de la bataille. Les morts japonais, les 3057 hommes qui se noyèrent avec leurs porte-avions ou périrent dans les hangars en flammes, restèrent en grande partie invisibles dans l'historiographie occidentale. Les témoignages de survivants japonais recueillis par Parshall et Tully révélèrent une dimension de la bataille qui transforma sa compréhension.
Ce n'étaient pas des récits de fanatiques cherchant la mort, mais de marins et d'aviateurs croyant en ce qu'ils faisaient, ayant des familles au Japon, et morts dans des circonstances d'une violence extraordinaire. Le marin du Kaga avec sa dette de 2 yens et 50 cents. L'ingénieur du Soryu passait des heures coincé dans le double fonte avec l'eau montant lentement. Les pilotes du Hiryu, sachant qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour revenir et attaquant néanmoins. La bataille de Midway ne fut pas seulement la destruction de 4 porte-avions. Ce fut la mort de plus de 3000 individus avec des noms, des histoires et des dettes en suspens. Les mystères qui restent. Les 4 porte-avions japonais coulés à Midway reposent au fond du Pacifique à des profondeurs comprises entre 5000 et 5500 mètres. Le Yorktown américain fut retrouvé en 1998 par l'océanographe Robert Ballard, qui localisa la coque presque intacte au fond de l'océan. Les photographies prises par les véhicules d'exploration sous-marine montraient le porte-avions reposant droit sur le fond marin, les dommages causés par les torpilles japonaises, encore visibles comme des blessures figées dans le temps. Les porte-avions japonais se sont révélés beaucoup plus difficiles à localiser. En 1999, l'entreprise d'exploration sous-marine Nauticos localisa un fragment du Kaga, un morceau de cloison de hangar d'environ 15 mètres de long, couché à l'envers au fond de l'océan à près de 5200 mètres de profondeur. L'analyse médico-légale réalisée par Parshall et Tully permit d'identifier le fragment avec certitude. Les supports de mitrailleuses de 25 mm, les racks des systèmes d'éclairage pour l'atterrissage des pilotes. Mais la coque principale du Kaga n'a pas encore été retrouvée. Ni l'Akagi, ni le Soryu, ni le Hiryu. Les positions de naufrage enregistrées dans les documents historiques contiennent des contradictions que les chercheurs tentent encore de résoudre. Le Hiryu est le cas le plus compliqué. Les destroyers qui l'ont torpillé intentionnellement pour le couler ont transmis des coordonnées approximatives, mais celles-ci n'ont pas correspondu aux recherches effectuées jusqu'à présent. Certains chercheurs suggèrent que le Hiryu, déjà sans contrôle ni propulsion, dériva pendant plusieurs heures avant de recevoir le torpillage final, ce qui rendrait ces coordonnées de naufrage très différentes de celles rapportées à l'époque. En 2019, une expédition de la marine américaine localisa les restes de l'Akagi et du Kaga au fond du Pacifique à environ 5400 mètres de profondeur. Les images montrèrent les coques couchées sur le côté, avec des fragments des structures de vol encore reconnaissables malgré 8 décennies au fond de l'océan. Le Soryu et le Hiryu restent, pour l'instant, non localisés. L'une des narrations les plus persistantes sur la bataille de Midway fut celle des 5 minutes fatales. L'idée que les porte-avions japonais étaient sur le point de lancer leur grande contre-attaque lorsque les bombardiers américains arrivèrent. C'est une narration dramatiquement satisfaisante. La différence entre victoire et défaite se réduit à 5 minutes, à un instant de l'histoire qui aurait pu basculer complètement. Parshall et Tully démontrèrent que cette narration était en grande partie un mythe soigneusement cultivé. Les porte-avions japonais n'étaient pas prêts à lancer à ce moment-là. Les avions n'étaient pas sur le pont, mais dans les hangars en cours de réarmement. Lancer depuis les hangars était une impossibilité opérationnelle. Faire monter les avions sur le pont via les ascenseurs, les disposer tactiquement pour le décollage, compléter les vérifications pré-vol, tout cela aurait pris 30 à 40 minutes supplémentaires. Il n'y avait pas de 5 minutes magiques. Il y avait une demi-heure que les Américains ne leur auraient jamais laissée. Mais le mythe persista car il était narrativement puissant et parce que ses principaux cultivateurs, notamment le capitaine Fuchida, avaient des raisons de préférer une narration de tragédie d'un instant à une narration de défaite systémique. La première suggérait que la victoire avait été à portée de main et que la chance avait failli. La seconde signifiait quelque chose de plus inconfortable. Le Japon était arrivé à Midway avec un plan défectueux, une doctrine rigide et une formation incapable de s'adapter. Le mythe des 5 minutes fut aussi un mécanisme de défense institutionnelle. La question contrefactuelle que les historiens militaires posèrent à plusieurs reprises fut « Que serait-il arrivé si Nagumo avait eu ses porte-avions complets, si la reconnaissance avait fonctionné comme prévu, si les Américains étaient arrivés 30 minutes plus tard ?» Parshall et Tully consacrèrent un appendice entier à analyser si le Japon aurait pu prendre Midway même dans l'hypothèse d'une victoire navale. Leur conclusion fut que probablement non.
L'atoll était défendu par des milliers de marines bien équipés, avec de l'artillerie lourde en position côtière préparée pendant des semaines. Le récif de corail entourant Midway obligeait tout débarquement amphibie à se faire sous le feu direct depuis la terre. Les navires de débarquement japonais auraient dû mettre leurs troupes à 200 ou 300 mètres du rivage, sur le récif, les hommes exposés pendant toute la traversée jusqu'à la plage. Les estimations les plus raisonnables suggèrent que la tentative de débarquement aurait fini en massacre des attaquants. Et même si le Japon avait pris Midway contre toute probabilité, la position aurait été impossible à soutenir logistiquement. Un atoll à plus de 1800 km d'Hawaï et à des milliers de kilomètres du Japon, entouré de patrouilles de sous-marins américains avec des installations détruites par les propres attaques japonaises. La conquête de Midway n'aurait jamais changé l'équilibre fondamental d'une guerre que le Japon, pour des raisons industrielles et démographiques, ne pouvait gagner à long terme. Ce qui resta. Le 7 juin 1942, le centre du Pacifique redevint un océan vide de combat. Les destroyers japonais avaient récupéré les survivants et les avaient ramenés à l'ouest sous des instructions strictes de ne rien transmettre par radio concernant les événements. Yamamoto avait ordonné un silence absolu sur la défaite. Les blessés furent internés dans des hôpitaux à accès restreint, les membres d'équipage survivants furent dispersés entre différentes unités pour qu'ils ne puissent pas parler entre eux, et le gouvernement japonais n'annonça jamais la perte des porte-avions à sa population. Pour l'opinion publique japonaise, Midway fut une grande bataille navale victorieuse. La vérité ne serait connue au Japon qu'après la guerre. Aux États-Unis, la nouvelle fut également initialement gardée secrète, mais pour des raisons différentes. Révéler l'ampleur de la victoire aurait impliqué de dévoiler que les codes japonais avaient été décryptés. L'histoire parue dans les journaux américains fut vague. Une grande bataille navale dans le centre du Pacifique avec un résultat favorable. Ce n'est que lorsque des semaines passèrent, sans que les Japonais ne montrent qu'ils avaient découvert l'étendue du succès du renseignement américain, que des détails plus précis commencèrent à être publiés. Les hommes qui avaient combattu retournèrent à leurs porte-avions, à leurs escadrons, à la guerre qui continuait. George Gay, le seul survivant du VT-8, fut secouru après avoir passé des heures à flotter parmi les débris de son Devastator, observant la bataille depuis l'eau. À son arrivée à Pearl Harbor, il fut longuement interrogé par les services de renseignement naval. Ses observations sur les mouvements de la flotte japonaise pendant l'attaque contribuèrent à l'analyse ultérieure. McCluskey, qui avait pris la décision de continuer à chercher au lieu de retourner sur le porte-avions, revint blessé à l'Enterprise et reçut la Croix de la Marine. Richard Best, le pilote qui lança la seule bombe ayant touché directement le pont de l'Akagi, ne sut que des années plus tard qu'il avait contracté ce jour-là la tuberculose, qui l'éloignerait du combat pour le reste de la guerre. Au Japon, les survivants du Kido Butai revinrent à leur base dans le plus grand secret. Certains des pilotes vétérans rescapés furent immédiatement réaffectés à de nouvelles unités, sans permission, sans repos, sans le temps nécessaire pour assimiler ce qu'ils avaient vécu. D'autres furent envoyés dans des académies de formation où ils transmettraient leur expérience aux nouvelles générations de pilotes dont l'Empire avait urgemment besoin. Aucun de ces pilotes de remplacement n'égalera jamais la compétence des hommes qui s'étaient noyés avec l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu. Nimitz, lorsqu'il reçut les rapports complets de la bataille, écrivit au département de la Marine. La victoire de Midway fut d'abord une victoire du renseignement, dans laquelle l'état-major de la marine et ses officiers de renseignement transformèrent la connaissance du plan ennemi en un piège mortel. C'était une évaluation précise, quoique incomplète. Ce fut également une victoire du courage des pilotes de torpilleurs qui attaquèrent en sachant qu'ils mourraient, des mécaniciens qui réparèrent le Yorktown en 72 heures et des artilleurs de Midway qui maintinrent leur position sous le bombardement de la première vague. Midway fut la somme de toutes ces parties. Parmi les pilotes et artilleurs ayant participé aux 3 escadrons de torpilleurs américains, plus de la moitié ne revinrent pas. Le VT-8 perdit 29 de ses 30 aviateurs, le VT-6 perdit 14 de ses 30, le VT-3 perdit 12 de ses 26. Dans les 3 escadrons réunis, 55 hommes moururent ce jour-là sans avoir obtenu de résultats directs dans la bataille. Et pourtant, leur sacrifice créa les conditions de la victoire des bombardiers en piqué.
Les Zero qui les poursuivaient à basse altitude étaient les mêmes qui auraient pu intercepter les SBD avant qu'ils ne plongent. Du côté japonais, les 4 porte-avions emportèrent non seulement leurs équipages, mais aussi les pilotes et artilleurs du meilleur groupe aéronaval jamais formé par le Japon. Sur les quelques 225 aviateurs embarqués sur les 4 porte-avions, plus de 100 moururent. De nombreux survivants furent mis hors de combat par des blessures. La courbe d'expérience accumulée pendant des années fut tranchée d'un seul coup. Le Japon lança immédiatement un programme de construction de nouveaux porte-avions et un programme de formation de nouveaux pilotes. Mais aucun des deux ne put compenser ce qui avait été perdu à Midway. Les porte-avions entrés en service en 1943 et 1944 embarquaient des équipages ayant des mois d'entraînement, pas des années. Lors de la bataille de la mer des Philippines, en juin 1944, la différence fut décisive. Les pilotes japonais furent abattus en telle quantité et avec telle facilité que les aviateurs américains l'appelèrent, avec un détachement révélateur de la situation de la guerre, le grand tir sur les Marianas. Le chemin depuis Midway jusqu'à la fin de la guerre dans le Pacifique dura encore 3 ans et coûta des millions de vies des deux côtés. Mais la direction vers laquelle l'histoire se dirigeait, l'issue vers laquelle cette guerre tendait, fut fixée sur les ponts en flammes de l'Akagi, du Kaga, du Soryu et du Hiryu entre 10h22 et 10h26 le 4 juin 1942.